notre invité politique ce matin, c'est Stanislas Guerini. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté. On va évidemment revenir sur cette campagne éclair des législatives et cet accord qui a donc été trouvé à gauche hier soir entre les quatre forces, les Insoumis, les communistes, les socialistes, les écologistes. C'est une mauvaise nouvelle pour vous? Non, c'est pas une mauvaise nouvelle. Le président de la République a indiqué que ce moment, dans la vie politique, ça doit être un moment de clarification. C'est clair. Tous ceux qui nous ont dit pendant maintenant 2 ans que la NUPES c'était indigne, que jamais on les y reprendrait de travailler avec Jean-Luc Mélenchon, sont retournés à la gamelle. Voilà exactement ce qui s'est passé. Et donc, la gauche, celle qui a fait campagne notamment avec M. Glucksmann, a fait le choix à nouveau, en moins de 24 heures, de se remettre derrière LFI. On voit ce que ça a donné la NUPES depuis 2 ans. On voit l'indignité du débat. On voit la brutalisation du débat systématique. On voit malheureusement le pire pour attiser dans notre société les haines, l'antisémitisme. Malheureusement, Jean-Luc Mélenchon a encore eu des propos récemment pour minimiser l'antisémitisme dans notre pays. Je crois que c'est terrible. Moi, vous savez, je viens du Parti socialiste. Il y a quelques années, c'était ma famille politique. Et je suis triste quand je vois ça. Je suis triste parce que je ne reconnais plus ce qu'a été un parti de gouvernement. C'est évidemment indigne, mais au moins les choses sont claires. Mais pour vous, aujourd'hui, le Parti socialiste n'est plus un parti de gouvernement ? Quand ils se mettent derrière Jean-Luc Mélenchon à nouveau, ça n'est évidemment plus un parti de gouvernement. Bien sûr que non. Vous diriez, comme Gabriel Attal, que c'est un accord de la honte? Vous pourriez reprendre ces termes? Bien sûr. Je les reprends, c'est totalement indigne, évidemment. Est-ce que quand même vous ne comptiez pas sur la division de la gauche dans ces législatives pour espérer conserver un maximum de sièges? Vous savez, je crois que c'est un moment de clarté. Je rencontre beaucoup de gens dans ma circonscription, je suis en campagne, qui sont très inquiets, qui voient que dans un mois, ça peut être l'extrême droite au pouvoir. Je crois que ça, c'est le combat principal. Moi, je vais mettre toutes mes forces, pour que dans un mois, ça ne soit pas Jordan Bardella à Matignon. Les gens ressentent que c'est une possibilité. Donc, face à cette situation politique, il faut rassembler. Il ne faut pas finasser sur les nuances de démocratie. Il faut qu'on puisse rassembler les démocrates, les libéraux, les républicains, toutes ces forces qui peuvent travailler. Est-ce que vous appelez ensemble. les électeurs de Raphaël Glucksmann à vous rejoindre? Mais bien entendu. Moi, j'imagine. Quelqu'un qui a voté pour Raphaël Glucksmann, j'en rencontrais encore hier dans ma circonscription. Mais aujourd'hui, je vais le dire avec le mot qui vient, ils sont dégoûtés. Parce qu'ils n'ont pas voté pour Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'ils n'ont pas voté pour le NPA. Mais bien entendu. Et donc, j'appelle toutes les forces aujourd'hui à se rassembler. Ça n'est pas une question, d'étiquette politique, c'est une question de clarté sur le bloc démocratique. C'est la défense de la démocratie. C'est ça qui se joue dans cette élection. C'est une question simple qui est posée. Vous ne pensez pas que la gauche avait envie d'union après des mois passés à se déchirer? Mais ils sont pris d'amnésie. J'ai vu François Hollande hier, qui est venu après avoir pendant 2 ans dénoncer, souvent à juste titre, l'indignité de Jean-Luc Mélenchon. Dire que jamais on les reprendrait. Il critiquait ceux à gauche qui avaient construit la NUPES 1, si je puis dire. Et aujourd'hui, il adoube la NUPES 2. Il faut se réveiller. Alors, je ne sais pas quelle est la différence entre la NUPES 1 et la NUPES 2. C'est peut-être parce qu'il y a maintenant le NPA, c'est ça qui fait une différence, qui a été poursuivi pour apologie du terrorisme à la suite du 7 octobre. Mais tout ça est inimaginable. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe dans la vie politique depuis une semaine, qui sont des tremblements de terre. Quand Éric Ciotti a fait le choix d'emmener LR vers le Rassemblement national, c'est un tremblement de terre pour sa famille politique, mais c'est un tremblement de terre évidemment pour la vie politique pour le moment, il s'est emmené tout seul, globale. Et il faut saluer ceux qui, au sein des LR, ont dénoncé cette position. Il faut le faire très clairement. Il faut leur tendre la main aujourd'hui, de façon très claire. C'est ça la responsabilité politique. Donc je crois qu'on n'est pas dans un moment où on a le loisir, au fond, de finasser sur les différentes étiquettes. Il faut de la clarté sur les valeurs. Mais alors, vous nous dites, vous appelez les électeurs de Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous, qui venez de la gauche, vous dites aussi aux LR qui ont refusé de suivre Éric Ciotti, rejoignez-nous? Mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'on puisse rassembler au-delà des clivages partisans traditionnels. Mais il faut le faire dans la clarté sur les valeurs républicaines. Ce que je vous dis ce matin,
c'est que la NUPES, d'abord, n'est claire sur rien. En réalité, ils sont opposés sur l'OTAN, sur l'Europe, sur le nucléaire, sur les retraites, sur le rapport aux valeurs même de la République et de la brutalité dans le débat politique. Ça n'est pas clair. Ils ont fait un choix qui est un choix purement électoral. Il faut le dénoncer. Nous avons ensuite un autre bloc, ceux qui, chez LR, décident ou décideront de filer vers le Rassemblement national. Il faut évidemment se battre contre cette hypothèse. Et donc ça veut dire que nous avons une immense responsabilité. Moi, je me suis engagé derrière Emmanuel Macron sur l'idée même du dépassement des clivages dans la vie politique. Je crois que ce moment-là est plus que jamais nécessaire. Nous devons, de toutes nos forces, avec toute la sincérité de notre engagement, faire ce rassemblement. Est-ce que c'est pas votre dépassement des clivages et le fait que vous avez affaibli les partis traditionnels, les Républicains, le Parti Socialiste, qui conduit à avoir comme force d'alternance le Rassemblement national? Falaise. J'entends souvent... Pardon, mais aujourd'hui, les gens qui votent contre vous, ils votent RN. Mais j'entends souvent nos oppositions, particulièrement à gauche, nous faire ce procès, en disant, au fond, c'est vous qui avez dynamité la vie politique. Mais voyez ce qui est à l'œuvre. Voyez ce qui est à l'œuvre depuis le début de cette semaine. C'est une accélération de ce qui était en réalité latent. Et c'est la démonstration d'ailleurs que depuis 2 ans, on a essayé de toutes nos forces de tendre la main, d'essayer de bâtir des majorités sur des projets. Ça n'était pas possible parce que ça n'était pas clair, parce qu'en réalité, il y avait des intentions derrière qui étaient différentes de la part des oppositions politiques. Ceux qui aujourd'hui se tournent vers le Rassemblement national et ceux qui réaffirment leur soumission, puisque c'est de la soumission à la France insoumise. Mais vous n'avez pas de responsabilité dans le fait que le Rassemblement national est très haut aujourd'hui ? Mais évidemment qu'on a tous une part de responsabilité. D'abord sur la capacité à obtenir des résultats. Moi, je crois que c'est ça la première responsabilité. Si nos sociétés sont traversées, et je le dis en France comme dans d'autres pays, nous ne sommes pas le seul pays dans les sociétés occidentales à vivre cette montée du Rassemblement national et des extrêmes. Si nous sommes traversés par ça, c'est parce que d'abord, il y a des colères sur des situations de vie qui sont des situations difficiles. Et donc, je crois que dans cette campagne, dans ce moment de campagne, il faut de la clarté, je l'ai dit, et il faut aussi de l'ambition, de l'efficacité et de l'humilité. Il faut ce dont vous avez manqué écouter, peut-être. Je le dis très clairement. Il faut qu'on sache dire, évidemment, ça n'aurait aucun sens se présenter après une lourde défaite électorale, puisque dimanche soir, c'est les élections européennes, c'était une lourde défaite électorale. Et donc, il faut savoir aussi reconnaître que trop de choses n'ont pas été... Mais est-ce que dissoudre dans la foulée d'une lourde défaite électorale, c'était la meilleure stratégie ? Est-ce que les Français ne vont pas confirmer leur vote aux européennes et amener le Rassemblement national majoritaire ? J'entends certains qui critiquent cette décision du président de la République. Au fond, j'ai parfois le sentiment, en les écoutant, qu'il faudrait plutôt dissoudre le peuple. Elle vous a pas surpris que l'Assemblée nationale. Mais je la trouve légitime. Elle m'a surpris, comme beaucoup, parce que je ne m'attendais pas à ce que le président de la République l'annonce. Mais je la trouve légitime. Et vous avez prévenu ? Vous l'avez appris pendant son allocution ? Je garde toujours mes discussions avec le président de la République pour moi. Mais il y en a eu ? Moi, j'échange avec le président de la République, bien entendu. Mais qu'y a-t-il de plus légitime que de se tourner vers les Français et de leur dire, au fond, vous avez le choix. Nous avons le choix. Moi, aux électeurs que je vois et qui j'échange dans ma circonscription ou ailleurs, je leur dis qu'on a le choix de décider que, ce qui est parfois une histoire qui semble écrite à l'avance, celle de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans moins d'un mois, nous avons le choix de lutter. Et moi, ce que je vais faire de toutes mes forces, chaque heure qui nous sépare du 30 juin et ensuite du 7 juillet, c'est de pouvoir rassembler et de dire que nous avons le choix de maîtriser notre destin, de dire que nous pouvons dire non aux extrêmes, à l'extrême droite évidemment, à cette alliance indigne, oui, de la honte qu'est la NUPES, derrière la France insoumise. Nous avons le choix de dire oui à la République. Je crois que ce combat, il y a parfois des soirées électorales, il y a parfois des campagnes électorales où se joue des postes, où se joue l'avenir de telle ou telle personnalité, où se joue l'avenir de tel ou tel parti politique. Ça n'est pas une élection comme ça. Ce qui se joue dans cette élection, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de nos valeurs démocratiques, de nos valeurs républicaines. C'est ça qui doit engager nos concitoyens. Et je crois mais vous dramatisez l'enjeu comme vous l'avez fait pour les européennes. Ça n'a pas bien marché, reconnaissez-le. Moi, je note que la situation est très différente quand j'échange avec nos concitoyens. Peut-être, et je le dis, à regret, on n'a pas réussi à convaincre de l'importance, au fond, de cette élection européenne. Les gens avaient peut-être le sentiment qu'ils votaient pour leurs députés européens, puis qu'ensuite, au fond, ils repartaient à Strasbourg ou à Bruxelles. Je crois que les gens voient très bien
ce qui est en train de se passer là. Ils voient que dans moins d'un mois, si nous ne nous réveillons pas, ça sera l'extrême droite au pouvoir dans notre pays. Pour beaucoup d'entre nous, c'est insupportable. Et je suis assez convaincu, je le vois en voyant des gens qui me demandent comment aller voter, comment s'engager dans la campagne. J'ai annoncé moi-même ma candidature dans ma circonscription. Il y avait plus de monde que jamais. Les gens viennent me dire, mais comment est-ce qu'on lutte contre ce que, de toutes nos forces, on ne souhaite pas? On va revenir sur votre candidature, mais Emmanuel Macron l'a dit, vous l'avez dit, vous appelez à lutter contre les extrêmes, le Rassemblement national, la France insoumise. Il y a des circonscriptions, et sans doute beaucoup, où il y aura des duels entre le Rassemblement national et la France insoumise au second tour. Vous appelez à voter pour qui? Non mais d'abord, moi je vais d'abord me battre de toutes mes forces pour que ça ne soit pas le cas. Mais si c'est le cas, vous appelez à voter pour qui? Les candidats, je le redis parce que je crois que c'est très important, non pas simplement de la majorité présidentielle, les candidats de ce bloc central, démocratique et républicain, qui souhaitent travailler ensemble pour faire face à ces extrêmes, puissent être qualifiés au deuxième tour. Ça serait à chaque fois une situation terrible, je le dis, d'avoir des situations avec le RN contre la NUPES, c'est-à-dire la France insoumise. Je pense qu'il faut que personne se trompe sur ça. Quand on vote pour un candidat de la NUPES, on vote pour... Alors peut-être maintenant il y a une nuance, j'ai cru comprendre qu'ils sont en train de se battre, savoir si c'était Mélenchon ou Ruffin qui irait à Matignon s'il gagnait. Donc c'est ça la question qui est posée. Et donc d'abord, dans une élection, il y a le premier tour. On verra les questions du deuxième tour. Moi, je peux vous dire, jamais je mettrai un bulletin Rassemblement National dans ma vie dans une urne. Jamais je n'appellerai à voter pour un candidat du Rassemblement National. Mais avant... Et vous appellerez à voter pour un candidat de la France insoumise? Avant le deuxième tour, il y a le premier tour. Oui ou non? Moi, je souhaite qu'on puisse... Ça me serait insupportable. Mais vous le ferez. La France insoumise, depuis 2 ans, c'est un parti qui a attisé la haine, les pires relents de notre société. Et donc, cette situation, il faut de toutes nos forces se battre pour qu'elle ne soit pas... Mais si ça arrive, vous mettrez un bulletin de la France insoumise. Avant le deuxième tour, il y a le premier tour. Vous l'avez dit, vous serez candidat à votre succession. Vous avez gagné de justesse en 2022 face à une candidate de la NUP. Vous êtes inquiet aujourd'hui? Moi, j'ai gagné 2 fois dans ma circonscription. Par 2 fois, les électeurs m'ont fait confiance, m'ont permis d'être député, ministre, aujourd'hui, engagé, d'avoir obtenu des résultats. Et je pense qu'il ne faut pas faire campagne en regardant nos baskets. On a obtenu des résultats très concrets pour nos concitoyens, sur l'emploi, sur la réindustrialisation du pays, sur l'apprentissage pour nos jeunes. Moi, je me bats tous les jours pour remettre des services publics, pour ouvrir des maisons France Service, pour mieux rémunérer les agents publics, pour faire en sorte que la fonction publique fonctionne de façon plus efficace. Et donc, je me présente devant mes électeurs avec ce bilan-là, avec ces résultats, avec une ambition pour notre pays. Mais avec aussi beaucoup d'humilité. Est-ce que vous mettrez le nom ou la photo d'Emmanuel Macron sur votre affiche de campagne? Mais moi, je fais campagne fièrement aux côtés du président de la République. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien entendu, depuis 7 ans, je suis engagé à ses côtés, avec beaucoup de fierté. Nous avons un président de la République courageux, visionnaire, leader en Europe. C'est une fierté immense de pouvoir m'engager auprès du président de la République. Et donc je ferai campagne, évidemment, en étant parfaitement dans cette majorité présidentielle, derrière le président de la République, derrière notre Premier ministre qui se bat à chaque instant. Et je crois qu'il faut de la clarté. Il n'y a pas un rejet de la personne d'Emmanuel Macron chez beaucoup de Français, Stanislas Guerini? Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui une question par rapport au pouvoir, peut-être même que c'était au fond la question auquel les électeurs ont répondu dans l'élection européenne. Parce que quand on est depuis 7 ans au pouvoir, quand on porte des réformes, quand on mène une politique courageuse, mais parfois qui consiste à faire des choses qui ne sont pas populaires. Moi, j'ai défendu la réforme, par exemple, sur les retraites. Je crois qu'elle est nécessaire pour notre pays. Mais là, vous me reparlez de réforme. Est-ce qu'il y a un rejet de la personne d'Emmanuel Macron? Est-ce que sa personne suscite un rejet chez les Français? Naturel à ce que, quand on exerce le pouvoir, évidemment, ça pose parfois des difficultés, parfois de l'incompréhension, parfois de la colère. Moi, je crois, et c'est le sens de mon engagement dans la vie politique, qu'on doit s'engager pour être utile au pays, qu'on doit s'engager pour pouvoir réformer notre pays, continuer à le transformer. Et c'est ça qu'il faut continuer à faire dans notre pays. Et donc, je pense que ça nécessite évidemment du courage dans la vie politique. Ce courage, c'est de dire la vérité. Toujours, ce que je constate, c'est que nos partis d'opposition aujourd'hui ne disent pas la vérité. Vous le voyez à la moindre question un peu difficile, la question des retraites, par exemple.
On a cru qu'à un moment donné, quand on écoutait le Rassemblement national, c'était le retour de la retraite à 60 ans, puis elle a été à 62, puis aujourd'hui, ça n'est plus une priorité. Vous voyez bien que ce n'est pas un parti qui est prêt à exercer le pouvoir. Et donc ce que je vous dis, quand vous m'interrogez au fond sur la popularité, c'est que exercer le pouvoir, c'est faire preuve de courage. Et moi, je constate que depuis 7 ans, le président de la République fait preuve d'un immense courage pour notre pays. Et il faut l'assumer parfaitement. Alors, vous l'assumez. Selon Le Monde, Édouard Philippe souhaite des candidats sous l'étiquette Horizon et pas sous l'étiquette majorité présidentielle. Vous le comprenez? Mais tout ça, c'est, pardon, hein, c'est totalement secondaire. Totalement secondaire. C'est secondaire ou c'est faux? C'est vrai? Je n'en sais rien. Je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai été chef du parti En Marche. Mais c'est pour ça que je pose cette question. Et surtout que vous êtes dans les réunions stratégiques. J'ai eu à m'occuper des investitures aux élections. Ça n'est pas le cas. Je crois qu'on a tous des combats à mener et à faire en sorte de pouvoir, dans chacune de nos circonscriptions, au fond, discuter et, je le disais, avec beaucoup de clarté, rassembler les démocrates, les libéraux, les républicains, les progressistes qui souhaitent travailler ensemble, qui souhaitent mettre leurs forces ensemble pour dire non aux extrêmes et pour dire oui aux valeurs de la République. Il n'y a que ça qui compte. Donc la question de savoir si on est Modem, si on est Horizon, si on est Renaissance, si on est UDI, si on est Parti Radical, si on est LR qui n'accepte pas la décision de M. Ciotti, si on est Parti Socialiste qui se désespère. Non mais là on n'est pas que sur une question d'étiquette, Stanislas Guerini. On n'est pas que sur une question d'étiquette. Est-ce qu'on est dans une recomposition de la majorité présidentielle? Je vais vous dire, moi les étiquettes, je n'en ai rien à faire. On n'est pas que sur une question d'étiquette. Est-ce qu'on est dans une recomposition? Vous me demandez. Est-ce qu'on est dans une recomposition? Est-ce que Édouard Philippe est en train de prendre le large? Est-ce qu'il est en train de sceller un petit peu plus son indépendance? J'ai écouté par 2 fois Édouard Philippe qui a eu l'occasion de s'exprimer cette semaine. Il a parlé avec beaucoup de clarté. Enfin, il dit je suis loyal, mais je suis aussi libre. Il a toujours dit ça. Ouais. Il a dit c'est pas un moment où il faut tricoter. Voilà. Et ben, je suis parfaitement d'accord avec cette expression. On n'est pas là pour faire du tricot. On n'est pas là pour compter le nombre de candidats de telle ou telle formation de la majorité présidentielle. Édouard Philippe s'inscrit dans cette logique de bloc central, plus que jamais, ô combien nécessaire. Donc, oui, il y a un moment de recomposition dans la vie politique. Il y a un moment, au fond, de clarification de la vie politique. Tout est en train de s'accélérer. Les LR qui, en réalité, depuis quelques années, pensaient rejoindre le Rassemblement national, sont en train de le faire. Et je le dis, à nouveau, en saluant l'esprit de responsabilité, l'esprit gaulliste, au fond, de ceux qui, au sein du Parti des Républicains, ont dit non à cette indignité de Éric Ciotti. On voit bien qu'il y a un moment de clarification sur le fait que, après avoir fait semblant, la main sur le cœur, de dire que plus jamais on les prendrait à travailler avec Jean-Luc Mélenchon, ceux qui sont des sociaux-démocrates, au fond, parfois font le choix de se remettre derrière pour un accord électoral, pour sauver quelques postes. Bien, tout ça, ça nécessite plus que jamais que la recomposition politique, elle puisse se faire autour de ce bloc central qui rassemble toutes les forces de bonne volonté qui disent non aux extrêmes. Gabriel Attal confirme que la réforme de l'assurance chômage, que les décrets seront publiés avant le 1er juillet, c'est-à-dire dans l'entre-deux tours. C'est une réforme qui crispe chez beaucoup de Français. Il n'aurait pas été plus sage de la reporter? D'abord, c'est la responsabilité de l'exercice du pouvoir. Si au 1er juillet, les décrets n'étaient pas pris, les règles actuelles tombaient. Donc je ne vois pas comment, en responsabilité, on pouvait aller devant les Français, leur dire ah ben, vous savez, c'est la campagne, donc on s'en fiche au fond, il n'y aura plus de règles de l'indemnisation du chômage à partir du 1er juillet. Donc c'est d'abord technique, et bien nécessaire pour notre pays qu'on ait des règles qui seront, je le redis, politiquement mal. Les règles actuelles de l'assurance chômage qui s'appliqueront au 1er juillet. Ça tombe politiquement mal. Non, mais là encore, pas d'ambiguïté. Moi, j'assume la réforme que nous avons préparée. Je crois que la question du retour à l'emploi, la question que notre système d'assurance chômage nous permette d'atteindre et de gagner cette bataille du plein emploi, c'est une question qu'il faut parfaitement assumer. Mais le président de la République l'a dit. Quel sens ça aurait de dire qu'au fond, dans nos sociétés, il y a des moments de crispation. Il y a des sujets sur lesquels on a été compris, pas compris. Il y a des sujets sur lesquels nous avons peut-être même fait des erreurs. Et on met en discussion dans cette campagne. Ça n'aurait pas de sens de vous dire que je souhaite rassembler les forces progressistes de notre pays et qu'on serait en incapacité de discuter. Donc, il y avait une décision qui est une décision technique de faire en sorte qu'on ait tout simplement, après le 1er juillet, des règles sur l'assurance chômage. Les nouvelles règles, elles s'appliqueront à la fin de l'année. Donc, entre le 1er juillet et la fin de l'année, oui,
il y a cette possibilité donnée à toutes celles et ceux qui voudront demain gouverner avec nous. Parce que évidemment qu'il y a cette question de recomposition, mais de discuter de cette réforme. Y compris à vous, c'est-à-dire vous souhaitez que si vous êtes de nouveau aux manettes, le gouvernement revienne sur cette réforme ? Non, moi, c'est pas ce que je dis. Cette réforme, on l'a préparée, on l'assume, elle est présentée telle qu'elle avait été préparée par la majorité présidentielle. Mais bien sûr que dans ce moment politique, nous devons être prêts à discuter avec les uns et les autres, voir... Donc il faut la revoir, la recalibrer, la retravailler. Quelles sont les opinions qui sont portées de celles et ceux qui, dans cette campagne ou à l'issue du scrutin, voudront travailler avec nous à pouvoir gouverner ce pays. Il faut, au fond, dans ce moment politique, retrouver l'esprit de compromis. Pas de la compromission. Ça, ce sont les questions que vous m'avez posées sur la NUPES ou sur LR avec le Rassemblement national. Du compromis. C'est-à-dire de la discussion calme, de la discussion apaisée, de l'intérêt général. Et donc, évidemment, que nous devrons discuter sur les sujets les plus fondamentaux, les sujets d'autorité. Mais pardon, mais est-ce qu'il y a des points à revoir ? Est-ce qu'il y a des points à revoir dans cette réforme de l'assurance chômage ? Est-ce que vous souhaitez que des points soient revus ? Je vous le dis avec la plus grande clarté. Notamment sur la question de la durée d'indemnisation. Moi, j'assume parfaitement la réforme de l'assurance chômage telle que nous l'avons préparée. Telle qu'elle est. Il faut rien toucher. Telle que nous l'avons préparée. Parce qu'elle sera utile, des économistes l'ont montré, pour remettre plus de monde à l'emploi. Et je crois que la bataille du plein emploi, c'est une bataille qui est fondamentale dans notre pays. Ce que je vous dis, c'est que je vois bien que cette réforme est aujourd'hui discutée, y compris par des forces politiques qui sont des forces raisonnables, auxquelles nous tendons la main aujourd'hui. Et donc, oui, nous mettons un projet que nous assumons parfaitement sur la table, mais il doit être soumis d'abord au suffrage et puis à la discussion politique avec les forces qui demain voudront... Un dernier mot, Stanislas Guerini, sur la vôtre de réforme, la réforme de la fonction publique. Est-ce que vous continuez à l'assumer telle qu'elle ? Est-ce que vous la maintiendrez ? D'abord, moi je pense que c'est une réforme qui est nécessaire et attendue par les agents publics. Elle va permettre de faciliter les embauches dans la fonction publique, de faire en sorte que, je l'avais dit à votre antenne, on puisse casser un certain nombre de plafonds de verre et qu'on puisse donner beaucoup plus de perspectives d'évolution dans une carrière pour des fonctionnaires, pour des agents publics. Donc cette réforme, j'y crois du fond de mes tripes. Donc vous continuez à la défendre. Mais bien évidemment, j'ai suspendu la discussion. Ça n'aurait pas de sens que dans ce moment électoral, dans ce moment de discussion démocratique, on continue à mener des discussions de préparation de la réforme qui suivra l'élection. Donc j'ai suspendu les discussions. Mais si vous me posez la question de savoir si je crois de tout mon cœur à la nécessité de cette réforme, la réponse est oui. Merci Stanislas Guerini. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. On va continuer à parler de cette campagne législative tout de suite dans le Club des Territoires.